webinaire. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit test technique pour les participants. Est-ce que vous nous entendez bien et vous nous voyez bien? Et donc, vous avez le chat à votre droite qui vous permet de communiquer avec nous. Ça marche. C'est bon. C'est bon. En tout cas, techniquement, ça a l'air de fonctionner. C'est parfait. Merci. On attend toujours 2-3 minutes pour laisser le temps à tout le monde de venir. Profitons un peu de ce temps-là avant qu'on lance ce webinaire, qu'on se présente nous-mêmes. Est-ce que vous pourriez peut-être en quelques mots nous dire qui vous êtes et votre fonction et éventuellement pourquoi vous avez souhaité assister à notre webinaire? N'hésitez pas, hein, comme ça, c'est plus sympathique, on vous connaîtra un peu plus. Donc, n'hésitez pas. Qui êtes-vous? Quelle est votre fonction et quelle est la problématique qui vous a intéressé dans le sujet qu'on vous propose aujourd'hui? Alors, voilà, Vincent, Laure, Offray, Isabelle, Marc-Antoine. Peut-être que c'est le chat qui a un peu de retard parce que je vois quelqu'un écrit. Alors, Vincent, expérience de 15 ans de direction de production de site industrie, 15 ans de direction d'établissements médico-sociaux. OK. Donc, se lancer dans le consulting. Se lancer dans le consulting. Donc, il vient chercher des bonnes pratiques. Consultant accompagnement de changement, d'accord. Et vous avez la même problématique, d'accord. Ah, ça devrait être intéressant. S'informer sur le sujet est une bonne chose. Donc, directrice adjointe dans les services et conseils en affaires. On va peut-être démarrer. Ouais. J'attendais 5 minutes, c'est 34, c'est pour ça. Au service de la restructuration et d'intégration post-M&A, je m'intéresse à la conduite de ces changements opérationnellement. Oui, effectivement, ça me paraît pertinent. DG de transition, j'interviens parfois lors d'intégration post-fusion. D'accord. Ok, bon, ben merci pour votre présentation. Alors maintenant, c'est à nous de nous présenter et après, je vous présenterai effectivement nos invités. Peut-être en quelques mots, Lydia, je vais honneur aux dames, je vais te donner la parole pour en quelques mots dire qui sont vos hôtes aujourd'hui et quel est notre métier. Et après, je passerai la parole à nos interlocuteurs. Bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans ce webinaire. Donc, je suis Lydia Mazzucco, je suis directrice et associée chez LI Partners avec Franck qui est là aussi pour animer ce webinaire, piloter le changement en période de fusion ou de rachat, méthode, vision et retour d'expérience terrain. Et merci à nos invités d'être là. Et pour donner un peu plus d'éléments sur LI Partners, nous accompagnons nos clients à piloter la transformation. On fait aussi de la formation et du développement de compétences sur le management, le commerce. On accompagne aussi, on fait du coaching, des actions sur site, du conseil et puis du recrutement aussi et du placement. On a plusieurs leviers et cordes à notre arc pour accompagner justement nos clients dans les transformations de plus en plus régulières qui arrivent. Et Franck, peut-être quelques mots complémentaires. Oui, donc Franck Bonhomme, effectivement, je suis ravi de vous accueillir avec Lydia.
Nous sommes dans une série de masterclass qu'on appelle l'avenir des organisations. Aujourd'hui, la thématique que nous avons choisie, effectivement, c'est la conduite du changement. Et le format qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le format grand témoin. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons expliquer la conduite du changement, mais c'est effectivement nos invités qui vont vous en parler sur comment on le vit et on le pilote de l'intérieur. Et donc, je remercie effectivement Marc Chen et Anne-Claude Mar d'avoir pris sur leur temps précieux pour accepter notre invitation. Je leur propose de leur passer la parole avec, dans un premier temps, peut-être, si vous en êtes d'accord, Anne-Claude et Marc, présenter le CERF, son activité et ses missions, puisque effectivement, c'est peut-être pas un métier que connaît tout le monde. Vous avez eu la gentillesse de m'envoyer une présentation, donc je vais me permettre de la projeter. Et n'hésitez pas à me dire slide suivant. Voilà. Alors, je vérifie techniquement, est-ce que tout le monde voit notre présentation? Dans le chat, si vous pouvez. Dans le chat, ah oui, ok. Ok, super. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Moi, je regarde le chat, soit on les posera, soit on les garde pour après. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est interactif aussi. Posez vos questions et puis on les prend. Alors, parfait. Alors. Oui, bonjour à tous. Je suis Marc Chen, je suis le directeur général de CERP. CERP, c'est l'acronyme pour la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutique. Elle a été créée par la fusion de deux activités identiques qui étaient des grossistes répartiteurs pharmaceutiques. Anne-Claude Mar en dira un petit peu plus après. Issus de deux holdings, CERP Rhin-Rhône Méditerranée et Astera. Et ces deux holdings sont plus que centenaires, en fait. CERP Rhin-Rhône Méditerranée a été fondée en 1921. Astera, précédemment nommé CERP Rouen, a été fondée en 1919. Et donc, ces deux holdings ont décidé de fusionner leur activité de répartition pharmaceutique, qui est le plus gros de leur activité. On peut avancer sur le slide suivant. Et donc, ces deux holdings ont elles-mêmes encore diverses filiales dans le domaine de la formation, du maintien à domicile, de la transaction d'officine, du développement de logiciels de gestion d'officine, d'aide au financement des pharmacies, de centrales d'achat, de groupements de pharmacies également. Et donc, ont mis ensemble, ont fusionné leur activité de répartition pharmaceutique avec quelques filiales qui font partie de cette fusion, une filiale d'achat, une filiale de groupement d'achat, une filiale de formation et puis une filiale belge également. On peut passer au slide suivant. Notre mission, vous l'avez compris, c'est de servir les pharmaciens et donc de développer et d'avoir toute une offre de services pour les aider à développer leur officine et les aider dans le service aux patients qu'ils apportent et développer ensemble la santé de proximité qu'incarne la pharmacie aujourd'hui. Je vais prendre la main, bonjour à tous, pour vous expliquer un petit peu où on se situe dans ce circuit du médicament. On est un petit maillon dans cette chaîne, mais un maillon indispensable qui se situe entre les fabricants et les pharmacies, comme vient de dire Marc, qui dispensent aux patients. Nous sommes souvent appelés grossistes répartiteurs
pour les médicaments ou distributeurs. C'est vraiment notre fonction première pour les autres produits de santé que nous distribuons. J'entends par là des dispositifs médicaux, des produits d'hygiène, de diététique, de nutrition, de parapharmacie, voire même de cosmétiques, même si le cœur de notre métier, c'est quand même de distribuer du médicament aux officines de ville. Si je résume notre métier de base dans cette chaîne, c'est d'acheter les produits aux fabricants. Nous sommes propriétaires des stocks, de les stocker dans des entrepôts spéciaux qu'on appelle des établissements pharmaceutiques. On verra tout à l'heure qui sont soumis à des réglementations très, très puissantes et d'approvisionner nos clients qui sont qualifiés, des clients habilités. On ne peut pas livrer le grand public, par exemple. Et ces clients sont essentiellement des pharmacies d'officine en ville. On pourrait livrer des hôpitaux et cliniques, mais ce n'est pas là non plus notre cœur de métier. Et tout cela, si on peut passer au slide suivant, ce travail d'approvisionnement des pharmacies se fait à raison de 2 livraisons par jour sur une collection de produits qui touche près de 35 000 références en 2h20 en moyenne, entre le moment où le pharmacien passe sa commande vers nos établissements et où il est livré. C'est pour ça que quand vous allez chercher vos médicaments à la pharmacie et si elle ne les a pas, elle vous dit « Revenez tout à l'heure, la petite camionnette va venir me livrer et vous aurez votre produit tout à l'heure. » Vous le comprenez, ça s'appuie sur une logistique hautement performante avec de l'industrialisation dans nos entrepôts qui sont assez spéciaux. Et donc, les chiffres clés, vous l'avez vu, 56 établissements en France et 4 établissements en Belgique, donc 60 établissements au total. Un chiffre d'affaires qui excède les 8 milliards d'euros. C'était 8 milliards en 2023. Avec la croissance du marché du médicament, on est nettement au-delà en 2024 et 2025. 4 800 collaborateurs et 11 300 clients. Les clients, c'est des pharmacies d'officine. Il y a à peu près 20 500 pharmacies d'officine en France. Et donc, parmi ces 11 300 clients, certains sont clients numéro 1. Une pharmacie d'officine a souvent 2 grossistes-répartiteurs, un grossiste-répartiteur en premier, un en second. Et donc, qu'on serve en premier ou en second, on a 11 300 clients. On a une part de marché nationale qui représente à peu près 33% de part de marché. Je peux passer. Oui. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une profession qui est très encadrée par les textes dans le Code de la santé publique et régie par des contraintes réglementaires fortes. Elles sont écrites dans un document auquel nous sommes soumis qui s'appelle les BPDG, bonnes pratiques de distribution en gros. Il y a les bonnes pratiques pour les fabricants, bonnes pratiques de fabrication, et nous, c'est la bonne pratique de distribution en gros des médicaments, avec des obligations de service public, et tout ça dans un cadre économique qui est aussi très contraint. Nos marges sont encadrées par la loi, donc on vit avec assez peu de moyens pour faire ce métier de logistique très, très performant. Je vous cite là sur ce slide quelques-unes de nos obligations de service public. Sur notre profondeur de stock, nous avons l'obligation de détenir l'équivalent de 15 jours de consommation moyen de nos pharmacies clientes. Et si je n'ai pas cette profondeur de stock de 15 jours, je peux être sanctionnée par mes autorités de tutelle. Quand je dis je, c'est nous, l'entreprise. Nous devons référencer aussi au moins 90% de la collection nationale des médicaments. Je ne choisis pas la collection des médicaments qui sont distribués pour soigner les patients. Donc, je n'ai pas tellement de pouvoir de négociation avec les fournisseurs, vous comprendrez. Je suis tenue à livrer toute pharmacie de secteur déclaré sous 24 heures, hors week-end et jours fériés. Mais pour les week-ends et jours fériés, nous répondons aussi à un système d'astreinte pour les week-ends et jours fériés avec des obligations de livrer sous 8 heures s'il y a une urgence thérapeutique et mobilisée par un préfet ou un responsable d'ARS, par exemple. Nous devons avoir des diplômes. C'est une entreprise de pharmaciens
gérés par des pharmaciens. Donc, il y a obligation d'avoir des pharmaciens dans chaque établissement pour assurer la qualité pharmaceutique de nos prestations. Voilà, quelques exemples clés de nos contraintes réglementaires. Et donc, si notre métier est avant tout un métier de distribution de médicaments, on a également des services additionnels qu'on a développés. Vous l'avez vu avant, on a des filiales de maintien à domicile qui vont installer, par exemple, des lits médicalisés au domicile des patients, fournir des fauteuils roulants, fournir aussi des pompes à apnée du sommeil. On a une filiale de développement de logiciels de gestion officinale qui permet de gérer l'officine, des formations, de l'accompagnement de formation pour les officines, l'accompagnement financier, des activités de centrale d'achat, de transactions officinales, un département vétérinaire qui fournit aussi des produits vétérinaires aux officines. C'est une activité en développement. Et puis de l'accompagnement marketing, digital, même management pour les titulaires et pour les officines. Merci. Je vais revenir en grand écran pour que ce soit plus sympathique. Alors, on a bien compris qu'effectivement, il y a une nouvelle entité qui a été créée en 2024. Donc, au sein de cette nouvelle organisation, pour être complètement clair, Marc, vous avez quelle fonction? Moi, je suis directeur général de cette entité. Et je suis toujours le PDG d'une des deux holdings qui s'appelle Serprin-Rhône Méditerranée. D'accord, merci. Et vous, Anne-Claude, vous avez quel rôle dans cette organisation? Alors, moi, j'ai 34 ans d'ancienneté dans cette entreprise côté Serp Rouen, la deuxième société, et après de multiples missions, j'ai été commerciale, j'ai été directrice d'établissement. Je suis actuellement pharmacien, je suis quand même pharmacien diplômé, responsable intérimaire au service de mon pharmacien responsable et directrice de la qualité et de la transition opérationnelle. C'est une mission qui a été créée spécialement depuis cette fusion. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, la direction de la transition opérationnelle, j'imagine qu'il y a un lien avec effectivement cette fusion. Mais concrètement, c'est quoi les missions de cette direction de la transition opérationnelle? En fait, lors du rapprochement des deux sociétés, qui a été anticipé par les deux dirigeants, même si ça s'est fait aussi parce que nos valeurs, nos modalités d'exercice étaient très proches, nos cultures managériales, nos modèles organisationnels et surtout nos systèmes d'information sont différents. Ça crée naturellement une période d'inquiétude, peut-être même des petites turbulences ou de craintes, mais aussi des formidables espoirs de cette fusion. Il est donc assez rapidement apparu nécessaire d'organiser la transformation de part et d'autre, permettant de passer d'une première situation stable, qui était le quotidien de nos deux entités séparées, vers une deuxième situation stable, cible, qui sera la vie normale du nouvel ensemble. Et la transition opérationnelle, c'est ce chemin à parcourir pour aller de cette situation stable qu'on vivait séparément à deux vers cette autre situation stable du futur qui sera Serp de demain. Plus précisément, mon rôle est d'apporter une vision claire, neutre et objective à la direction générale pour lui faciliter les arbitrages, les prises de décision sur la mise en œuvre des projets majeurs de l'entreprise. Cela passe par des étapes, notamment de référencement des principaux projets de chaque direction fonctionnelle, avec une évaluation de plusieurs paramètres, les investissements prévisionnels, à la fois en termes de ressources temps hommes, mais aussi d'achats externes, si on fait appel à des logiciels ou à d'autres équipements essentiels dans nos établissements. Je pense à des chambres froides, par exemple. On a deux modèles séparés. Il faut choisir peut-être d'unifier le tout. Je vous ai parlé donc des paramètres investissement. Les paramètres risques, nous en avions identifié 3
types de risques technologiques, si on change d'outils et d'équipements, un risque RH et un risque culturel. Et enfin, travailler aussi sur les interdépendances entre les services et entre les projets. Lorsqu'on remet à plat le fonctionnement de deux entreprises pour en faire une troisième, il faut pouvoir orchestrer et ordonnancer la mise en œuvre. Donc, cela fait partie aussi de l'étude. En fait, une fois que le nouveau schéma directeur organisationnel cible sera posé, il s'adosse nécessairement aussi à une architecture technique et informatique qu'on va essayer de moderniser autant que possible. Nous allons cadencer, ce que je vous exprimais avant, les projets stratégiques de l'entreprise selon des priorités, des ressources et un mode de financement. Ok, merci. Alors, juste une petite parenthèse pour ceux qui posent des questions dans le chat. On les référence bien, on y répondra par la suite. Et certains, c'est des thématiques sur lesquelles j'ai envie d'aller aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, on suit bien vos questions. Par contre, si on peut revenir aux origines, quels ont été les enjeux qui ont motivé finalement ce rapprochement entre les deux structures? Oui, on est dans un environnement, on opère dans un environnement qui est régulé. J'ai oublié de le dire, mais notre rémunération vient essentiellement d'une marge régulée qui nous est accordée sur le médicament et dans un environnement régulé et sous pression économique. C'est pas un secret que l'économie aujourd'hui de la santé est en difficulté, en tout cas contrainte. Donc, notre rémunération est contrainte également. Donc, d'où la nécessité de trouver aussi des solutions économiques et des sources d'économie. On est par ailleurs dans l'environnement de l'officine, dans un environnement de mutation. Les missions de l'officine évoluent de façon significative et on souhaite accompagner cette évolution des missions de l'officine. Et pour accompagner ces évolutions des missions de l'officine, avoir une taille nationale, on avait une taille régionale. Les deux entreprises, Serpent Rhône Méditerranée sur le tiers est de la France, on était chacune leader dans notre domaine et puis Serpent Rouen sur les deux autres tiers, alors modulo la Bretagne. Et donc, on a une taille quasi nationale en regroupant, ce qui pour le développement de nouveaux services est quand même intéressant. Et puis, pour beaucoup de clients, en fait, SERP, ou la notion de SERP, qui avait été créée en 1900, dans le début des années 1960, qui n'était pas un regroupement des différentes entreprises, mais plutôt un mouvement d'entreprises qui partagent les mêmes valeurs. Ça permettait aussi de clarifier et de dire, voilà, à partir de maintenant, on est une seule entreprise pour ces deux entreprises-là. Il existe une troisième entreprise qui s'appelle SERP Bretagne Atlantique, qui faisait partie du mouvement historique des SERP et qui, elle, reste indépendante. D'accord. Et oui, alors, je comprends les contraintes structurelles économiques, mais finalement, quel peut être le bénéfice attendu pour vos adhérents de cette nouvelle organisation? Alors, pour les adhérents, c'est une clarification du positionnement. C'est concrètement une entreprise plus robuste, puisque le fait de réaliser des économies d'échelle et des économies de structure, aussi à terme d'augmenter notre capacité d'investissement, par exemple sur les développements informatiques, de pouvoir mieux accompagner les évolutions du marché, de pouvoir développer de nouvelles solutions en jouant sur l'effet d'échelle et donc d'avoir finalement un grossiste répartiteur plus solide et qui peut investir plus à leur service.
Je ne l'ai pas précisé avant, mais on est, que ce soit Astera, c'est une coopérative de pharmaciens, et CERP Rhône Méditerranée, c'est une confraternelle. C'est-à-dire, pour être actionnaire, il faut être pharmacien. Donc, on est tous les deux, au niveau des deux holdings, on est finalement la propriété de pharmaciens et on est gouverné par les pharmaciens également. Donc, on partage des valeurs communes. D'accord. Et donc quand vous aviez envisagé les enjeux, sur un plan, on va dire, un petit peu plus structurel, vous aviez deux organisations donc bien distinctes. Il fallait effectivement arriver à une organisation unifiée. Comment s'est mis en place cette nouvelle organisation unique? Alors d'abord, c'était une rencontre de deux dirigeants, donc moi-même et mon homologue, qui est le directeur général d'Astera et qui est le président de CERP. On a d'abord construit ensemble un projet. Comme vous l'avez compris, on n'est pas dans l'urgence, c'est la volonté des deux organisations de se rapprocher, avec pas de contraintes fortes en termes de timing ni sous la pression des événements. Et donc, on a construit ensemble un projet qu'on a documenté en se mettant bien d'accord et clairement d'accord sur d'abord nos rôles respectifs, comment ils allaient s'organiser dans le temps, mais aussi qu'est-ce qu'on voulait apporter à travers cette fusion et comment le faire dans le temps. Ensuite, on a, avec l'aide de nos DRH, on a construit et composé un comité de direction. Donc, parmi nos N-1, on a attribué les rôles à chacun et avec cette composition, le comité de direction aussi construit une feuille de route pour la fusion. Alors, bien sûr, il y a eu toutes les étapes également de validation du projet par les deux conseils d'administration, de validation du projet par l'autorité de la concurrence, par les CSE également. Et puis, chaque direction fonctionnelle a comme ça créé sa feuille de route de convergence pour les deux organisations. Et lorsqu'on a eu le go des assemblées générales, on a mis en place l'organisation qu'on avait imaginée et du coup la feuille de route de convergence de chacune des directions fonctionnelles. D'accord, ok, c'est clair. Alors j'avais une question parce que dans l'inconscient collectif, on associe souvent fusion ou rachat à plan social. Qu'en est-il au niveau du CERP? Alors on n'en a pas mené. On n'en a pas mené, on ne l'a pas estimé nécessaire. Comme vous avez compris, il y a un aspect offensif aussi qui était quand même primordial, c'était de créer de la valeur nouvelle pour les officines. Et d'autre part, on l'a pas fait sous la pression, même si la contrainte économique a quand même motivé cette fusion. On a souhaité se donner le temps de construire progressivement et de réaliser les optimisations en le faisant par les départs naturels. Donc, on n'a pas encore réalisé toutes les optimisations, mais on a souhaité se donner le temps et pour l'instant, on n'a pas estimé nécessaire de provoquer des départs par un plan social. D'accord. Mais si on va un peu dans le détail de l'organisation, finalement, comment chaque direction est quand même impactée par cette fusion? Je peux répondre si vous voulez, Franck. En fait, essentiellement, les fonctions support qui sont hébergées dans les sièges des deux entreprises et dont là, les fonctions clairement se retrouvent en double. Par contre, pour ce qui est des établissements, et comme ils sont positionnés géographiquement sur tout le territoire national, comme l'a expliqué Marc tout à l'heure, hormis deux secteurs qui se chevauchent légèrement, il n'y a pas de doublon, donc il n'y a pas de compétition commerciale ni d'impact social. Toutes les directions fonctionnelles, donc ce qu'on appelle les fonctions support qui sont hébergées dans les sièges, travaillent à la convergence sur leurs process respectifs.
dans les impacts qu'on peut identifier à leur niveau. Je vais vous citer des exemples. La direction financière, par exemple, doit mettre en place une comptabilité unifiée en partant de systèmes distincts. Donc, il faut mettre dans un pot commun nos lignes d'achat, nos lignes de facture. Vous voyez ce que je veux dire. La direction de la supply chain se doit de standardiser les équipements, les modes opératoires. Il y a un gros chantier, par exemple, qui touche la centralisation des approvisionnements. C'est la méthode dont on calcule nos besoins et nos approvisionnements auprès des laboratoires. La DNSI, la DSI, la direction numérique et système d'information, doit bâtir une architecture des data, des données réunies, mais aussi une SI commune. La direction commerciale qui doit s'attacher aussi à présenter une offre globale à nos clients sociétaires. Les modalités de calcul des remises, par exemple, pouvaient varier dans les 2 modèles précédents. Tout ça doit être unifié. La direction des ressources humaines qui accompagne les changements de culture managériale. La direction qualité qui doit réunir et uniformiser toutes les procédures et bien d'autres encore. Donc, en fait, nous ne sommes pas dans une urgence de développement et de mise en œuvre. Nous donnons bien le temps de bien analyser les points forts et les points faibles de chaque entité pour en retenir le meilleur modèle cible, bien sûr dans le but d'améliorer notre performance globale. Donc les impacts ne sont pas douloureux, ils sont plutôt positifs et entraînent dans cette dynamique de co-construction. C'est ça qu'on retient en fait en termes d'impact majeur. Les équipes terrain sont assez peu impactées. D'accord. Alors, j'avais compris effectivement qu'il y avait une convergence d'approche entre les 2 dirigeants des structures, mais si on se remet dans le système de conduite du changement que vous vivez depuis maintenant plusieurs mois, alors c'est une question double en fait, c'est quelles sont les difficultés que vous aviez anticipées et quelles sont les difficultés que vous avez découvertes en cours de route? Oui, alors les difficultés anticipées, c'était principalement les difficultés techniques. Par exemple, comme le disait Anne-Claude, c'est de fusionner les comptabilités des 2 entreprises et d'arriver rapidement à une comptabilité unique qui présente un compte de résultats unifié avec énormément de transactions. C'est de transférer, c'est le regroupement juridique et de transférer la propriété, que ce soit des établissements, des contrats, etc. On savait que ce serait pas tout à fait simple. C'est de connecter les 2 systèmes d'information également, que ce serait pas forcément simple, mais on avait anticipé et on avait préparé, bien préparé ça. C'est aussi de fusionner 2 organisations avec des directeurs qui se retrouvent, qui étaient souverains dans leur direction avant et puis qui maintenant vers une organisation unique avec des têtes pour chacune des fonctions. Et tout ça, c'est globalement bien passé. Et c'est ce on l'avait bien, je pense, bien préparé et ça s'est passé comme on l'a attendu avec bien sûr parfois des difficultés, mais globalement bien. Ce qu'on avait peut-être sous-estimé de mon point de vue, c'est l'aspect culturel. On est 2 sociétés qui partageons les mêmes valeurs et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de se rapprocher entre nous. Les mêmes valeurs, c'est des valeurs au service du pharmacien. On est gouverné par des pharmaciens pour les pharmaciens. Donc, le service aux pharmaciens est vraiment essentiel dans notre façon de fonctionner et dans nos objectifs. On a également des valeurs humaines assez fortes. On traite bien nos collaborateurs pour qu'ils servent bien les pharmaciens, que ce soit en termes de style, de management, d'animation, d'autonomie aussi donnée à nos équipes terrain, toujours pour bien servir le pharmacien. Donc, les valeurs identiques. Par contre, des modes de fonctionnement et des cultures différents. Par exemple, sur la culture managériale, l'une des 2 entités était plutôt dans la bienveillance et avec peut-être moins d'exigences. L'autre entité était
plus d'exigence et peut-être moins de bienveillance. Et ce qui est compliqué dans la culture, c'est que c'est souvent inconscient. Et donc, pouvoir se parler, notre ambition des deux dirigeants, c'était, on le disait, c'est prendre le meilleur de chacun. Et prendre le meilleur de chacun, ça ne voulait pas dire regarder le processus A, regarder le processus B, et puis dire c'est lequel le meilleur, allez, on prend le A. Mais c'était à l'intérieur de chacun des fonctionnements, reconstruire de nouveaux processus en prenant ce qu'il y avait de meilleur dans chacun des deux processus. Et avoir ça avec un biais culturel qui n'était pas toujours explicite, c'est peut-être la difficulté. On avait quand même, on y avait pensé, mais on l'avait un petit peu sous-estimé. D'accord. Alors, mais au niveau des différents projets que vous devez gérer, enfin, j'ai l'impression que vous avez des contraintes qui s'additionnent. Vous avez après un environnement assez concurrentiel. Vous avez finalement un service de qualité que vous souhaitez faire perdurer à vos adhérents. Vous êtes confronté à une harmonisation des pratiques et des process. Et puis, les risques inhérents à chaque projet pris individuellement. Comment vous arrivez à gérer tout ça en même temps? On a une hiérarchie claire de nos priorités qui ont été posées dans le cadre de départ. C'est le service aux clients et nos adhérents. On est le grossiste de proximité. Donc voilà, le service aux clients, c'était un socle très fort qu'on maintient et qu'on améliore encore, puisque l'amélioration continue est aussi un de nos moteurs. De notre position concurrentielle, on est maintenant, les deux CRP réunis, le numéro 2 du marché. Talonne le numéro 1, mais voilà, donc c'est aussi quelque chose qui nous anime. Et 3, la vitesse de convergence, mais qui sert de variable d'ajustement pour les deux premiers. Dans notre référentiel de culture projet, la matrice des risques est l'outil de pilotage qui est utilisé alors au travers d'unités qu'on appelle des coproches, des comités projets, des comités de pilotage. Donc, on a déployé un certain nombre pour faire avancer le plus possible cette co-construction des projets. Dans ma mission de directeur de la transition opérationnelle, j'essaye d'identifier les risques. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les risques culturels, les risques RH, les risques technologiques, les risques des projets entre eux, l'interdépendance des projets entre eux et comment on va orchestrer leur cadencement. Je les partage avec la direction générale qui, elle, va agir si c'est nécessaire. Et on va opérer tous les trois un suivi spécifique sur des projets dits stratégiques qui ont été identifiés. On a 10 projets stratégiques qu'on suit de manière plus prégnante. Par contre, chaque direction fonctionnelle, elle, partage l'avancement de ces projets, de tous ces projets. On a une bonne soixantaine de référencés dans les projets majeurs, en plus du quotidien qui nous anime du vécu des deux entreprises qui continuent à tourner avec leurs outils existants. Voilà, donc chaque direction partage aussi avec le comité de direction l'ensemble de ces avancements. D'accord. Et vous, Marc, au niveau de la direction générale, donc avec le PDG, comment vous pilotez l'ensemble de ces projets? En fait, la DQTO nous rapporte de façon trimestrielle le statut de l'ensemble des projets en faisant un focus sur les projets stratégiques, mais en présentant également, en consolidant le statut de l'ensemble des projets. Et donc, ça nous permet de voir la progression de ces différents projets de manière consolidée. Et puis, bien sûr, on a le reporting aussi de chacune des directions fonctionnelles, mais qui est du coup beaucoup plus fragmenté, puisque chaque direction fonctionnelle ne voit que ses projets et ne nous parle que de ses projets. Alors que la DQTO permet d'avoir une vue vraiment agrégée et je dirais, de mon point de vue, objective aussi, et le point de vue de l'ADG, finalement, dans ces projets-là. Et la DQTO participe au comité de pilotage
des 10 projets qu'on a identifiés comme étant stratégiques pour l'entreprise. D'accord. Alors, effectivement, si on se met dans la structure classique, j'imagine que chaque direction elle a ses projets qu'elle considère plus ou moins stratégiques. Et chacun les présente en disant que forcément les siens sont très importants. Comment vous faites des arbitrages en fait avec tous ces projets? Alors, on a un référentiel de culture projet qui induit, qui contient non seulement des méthodes pour conduire les projets. On parlait de comité projet, de comité de pilotage, mais qui contient aussi des rituels et des instances qui permettent de prioriser. Et notamment, on a une instance qui permet de choisir sur les gros projets le lancement ou pas de ces gros projets et d'en décider en comité de direction. Et puis ensuite, surtout, on a la vision apportée par la DQTO de la charge induite par les différents projets. Alors bien sûr, la charge informatique, mais aussi l'impact sur les différents métiers et même sur nos établissements. Et donc, ça nous permet, en échangeant avec la DQTO et la direction générale, de voir les dépendances et derrière de faire des arbitrages et des priorisations autour des contraintes de l'entreprise et des différentes ressources. Pour dire ce projet-là, on va recommander de le décaler, ou celui-là, au contraire, il y a une vraie urgence à le lancer et à accélérer son lancement. D'accord. Alors, on parle process, on parle projet, mais bon, une entreprise, c'est aussi des hommes et des femmes. Et la question qu'on peut toujours se poser, c'est effectivement, les deux entités avaient construit leur identité, leur culture propre. Comment vous arrivez à converger, on va dire, vers une culture commune, votre nouvelle voie, en fait? Oui, alors, comme je le disais, on a des valeurs communes. On avait construit au début du projet aussi une plateforme de marque, ce qu'on appelle une plateforme de marque. C'est une plateforme qui permet en fait de présenter la nouvelle entreprise à l'extérieur et qui met en avant ces valeurs communes dont je vais pas les rappeler. On a ensuite lancé une réflexion stratégique. Un des piliers de cette réflexion stratégique, c'était de définir notre ADN commune. Notre ADN commune, en fait, c'est ce qui nous fait vibrer, entre guillemets, et ce qui fait vibrer nos collaborateurs. Alors concrètement, c'est aider les pharmaciens à mieux soigner ensemble et servir les pharmaciens. Et aussi définir nos valeurs qui, elles, nous contraignent. Plus que nos valeurs, je dirais les contraintes qu'on se met, ou nos règles internes, c'est le bon terme. Et nos règles internes, là aussi, on a réussi à converger assez rapidement, et c'est 3 règles, alors qui se déclinent en plusieurs éléments, mais c'est agir avec authenticité et exigence bienveillante, chercher sans cesse la meilleure efficience et s'ouvrir aux besoins du terrain et aux évolutions. Et donc ensuite, on a défini comment cultiver ces différentes valeurs et un plan d'action, c'est assez récent, pour cultiver ces différentes valeurs au sein de l'organisation. Et puis le troisième point, c'est une convergence managériale. Je vais laisser Anne-Claude en parler. Oui, Franck parlait tout à l'heure des hommes et des femmes qui constituent l'entreprise. C'est ça le capital sur lequel on travaille aussi. Donc, il faut la mise en harmonisation de ces grands concepts, ces principes, de cet ADN que vient de citer Marc. C'est un chantier qui est porté essentiellement par notre direction des ressources humaines, qui travaille à la convergence des cultures managériales. C'est un projet en soi, un grand projet en soi, stratégique. Et à la co-construction donc du modèle cible à atteindre pour faire une nouvelle culture d'entreprise de cette nouvelle SERP.
Alors, Marc, on a un peu parlé tout à l'heure, il y a eu une exploration des tendances qui étaient vécues, donc des analyses avec différents niveaux de collaborateurs et qui ont montré qu'on balançait entre les deux entités, entre une exigence, une recherche de performance d'un côté et puis de la bienveillance, de la recherche de bien-être au travail. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux, on prend les deux. Ça, c'est aussi ce qu'on apprend en faisant. Les processus managériaux vont évoluer. On oublie les anciens modèles et on construit le nouveau. Alors, ça va passer par des choses très pratico-pratiques, au sens RH pur, un nouvel accord sur le dialogue social, l'harmonisation des classifications, coefficients des collaborateurs, les libellés des emplois qui peuvent varier. Évidemment, le barème des salaires qu'il faut remettre à plat et pour se mettre d'accord sur le nouveau niveau, une convergence du socle social, le mode de congé, les temps de travail, le télétravail aussi, enfin voilà, les avantages pour les points de retraite, etc., etc. J'en cite à titre d'exemple. Quelques exemples aussi qui servent à consolider ces liens avec la mise en place d'une grande cause sécurité, qui est un chantier qui a été initié en 2024, année de la fusion, et qui maintenant va accrocher un certain nombre de plans de déploiement, à la fois sur le terrain dans nos établissements, mais aussi au siège, et ceci permet aussi de fédérer. Quand tout ce plan de culture managériale sera posé et établi, bien sûr, on passera forcément par la phase d'appropriation. Et tout ça va se combiner en même temps que l'arrivée des projets majeurs, encore une fois, dans un cadencement calendaire qui va s'organiser au fil du temps. J'ajouterai encore un point sur cette culture commune qui s'appuie, et je vous le dis volontiers devant Marc, sur une bonne communication qui est portée par les dirigeants vers tous les échelons des collaborateurs. Faire savoir où on en est, comment on avance, faire connaître aussi les premiers résultats obtenus. Nous sommes une entreprise humaine, ça a été dit, presque une famille. Et c'est ça qu'on vit dans notre quotidien. J'ai coutume de dire à mes équipes que c'est dans les actions que nous nous solidarisons. C'est en faisant, c'est en marchant qu'on se met d'accord et qu'on a de la fierté à faire ce qu'on a fait sur le chemin. Ok. Alors, oui, vous avez dit fusion mi-2024. Donc, globalement, on va dire qu'on est à peu près à 1 an post-fusion. Quel est le retour d'expérience que vous faites au bout d'1 an? Pour moi, globalement, très positif. Un processus de fusion comme ça n'est pas simple. Vous imaginez, il y a forcément des frottements, des tensions aussi qui apparaissent, mais globalement, objectivement, très positif. D'abord, on a réalisé des quick wins, que ce soit en termes de qualité de service, en termes d'économie également, qui sont positifs. On a nos chantiers structurants avancent très bien et on a les premières sorties des chantiers structurants. Je les rappelle, les chantiers structurants, c'est notre schéma directeur logistique, c'est-à-dire dans quelle organisation logistique pour les deux sociétés qui étaient légèrement différentes. On se projette pour le futur. Notre démarche d'architecture d'entreprise, vers quel système d'information on va et quelles sont les étapes pour y aller. La convergence managériale, quel style de management on veut avoir et quels processus vont supporter ce style de management. Et la démarche stratégique, c'est quels sont nos enjeux à 3, à 10 ans et quels sont les chantiers qu'on lance ensemble pour répondre à ces chantiers à 3 et 10 ans. Et donc ça progresse de manière satisfaisante. Alors parfois un peu plus lentement qu'initialement prévu, mais on veut se donner le temps aussi. Et c'est important pour nous de faire bien plutôt que de faire vite. Un élément essentiel aussi, l'entente entre les deux dirigeants est toujours très bonne.
Et ça, je pense que c'est essentiel d'être à l'aise entre nous, de bien s'entendre, parce qu'il y a suffisamment d'aspérités ou de difficultés qui peuvent survenir dans les organisations si nous-mêmes on n'est pas alignés. Et ça nécessite des réalignements réguliers. Le reste devient compliqué, mais elle est très bonne. Et puis nos organisations aussi, je vous disais, on avait des différences culturelles, des différences de mode de fonctionnement, elles se connaissent de mieux en mieux. Et finalement, on sort avec le temps, avec la découverte l'un de l'autre, parfois de phases où on pouvait être, où l'un par rapport à l'autre pouvait être dans le jugement. Et donc, j'ai l'impression qu'on sort de ça et qu'on avance ensemble et qu'on arrive de plus en plus à raisonner comme une entité globale et dans l'intérêt de l'entité globale. Donc, non, très satisfait. Si on m'avait dit qu'on en serait là il y a 1 an et demi, j'aurais signé tout de suite. D'accord. Et j'avais une dernière question. Alors justement, par rapport à cette dernière question, si vous voulez bien, je vous propose vu que c'est bientôt l'heure aussi, mais en tout cas un mini point sur le chat avec des questions qui ont été posées et auxquelles vous avez répondu en partie au moins tout au long. Donc ça, c'est top. Mais vu que la dernière question, c'est aussi les conseils que vous pourriez donner sur une fusion, peut-être rebalayer un peu sur le chat les types de questions pour que vous puissiez, et notamment toi, Marc, dans la réponse, le réintégrer si tu le souhaites. Il y a eu des questions, il y a eu des questions d'ordre externe un peu plus sur les officines, j'y reviendrai après. Enfin, peut-être de cette dernière question. Et en interne, il y a beaucoup de questions sur la partie culture. Vous avez déjà répondu en partie, mais vraiment sur la culture commune, au-delà de fusionner les outils, comment elle se met en commun en feuille de route, comment elle se fait. Vous nous avez parlé que vous preniez le temps, comment elle se fait. Donc sur cette culture commune, sur aussi ils reviennent aussi sur les entités. Il y a forcément des doublons. Comment vous gérez en évitant de licencier, ou vous avez dit qu'il n'y avait pas de plan social, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des éléments complémentaires? Comment vous gérez aussi donc la culture, les entités, comment ça a un impact aussi éventuellement sur le recrutement en interne, sur les équipes qui sont quid lors d'une fusion, par exemple, quand les collaborateurs ont une vision différente ou une inquiétude sur leur métier. Est-ce que vous communiquez? Comment vous le faites éventuellement? Donc ça, c'est sur les questions culture et puis entité. Et il y a aussi quelques questions, je sais que vous ne répondrez pas forcément à tout, mais voilà, je les pose aussi. Comment vous gérez pour tous les projets, comment vous gérez les ressources pour cette transition, rapporter en renfort, ou est-ce qu'il y a des choix d'étaler des projets sur le long ou le long cours, par exemple? Vous avez parlé tout à l'heure de comment vous arbitriez. Et puis en termes de valeur créée, quelle valeur supplémentaire ça crée cette fusion des deux entités notamment, et est-ce qu'il n'y a pas une perte de rentabilité engendrée par cette fusion? Voilà pour les quelques questions en vrac. Oui, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Je vais essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles, en tout cas celles qui me viennent. Non, il n'y a pas de perte de rentabilité, au contraire. Et comme le dit Olivier, mon homologue, on n'a pas fait 1+1 égale 3, mais on a bien fait 1+1 égale 2,5. Et je vous parlais de quick win. Donc les quick wins sont là, que ce soit par exemple dans les achats avec des fournisseurs, mais aussi dans les processus. On a assez rapidement identifié
les points positifs dans les processus de chacun, et là où c'était faisable, et on a même été assez loin dans le fait de décortiquer les processus opérationnels d'exploitation, notamment de chacun, et ce qui se faisait objectivement bien d'un côté, objectivement dans l'autre. Alors évidemment, on n'a pas pu tout fusionner, parce que pour ça, il faudrait fusionner des systèmes d'information qui n'ont pas les mêmes capacités. Mais par contre, on a pu adopter des bonnes pratiques d'un côté et de l'autre. Sur le plan social, ce qui a été essentiel, et Anne-Claude l'a évoqué, c'était la communication. Alors la communication vers les CSE, les CSE ont aussi mandaté un cabinet qui s'appelle Syndex pour les accompagner, pour les aider. On a été très transparent dans tout ce processus-là, et finalement les CSE ont été un support dans ce processus. J'ai moi-même aussi, alors comme le disait Anne-Claude aussi, nos établissements, qui sont finalement les établissements opérationnels, on a très peu de recouvrement parce qu'on occupait des zones géographiques différentes. On a un recouvrement que sur 2 villes, en fait, sur Metz et Lyon. Mais les inquiétudes étaient beaucoup plus au siège, sur les fonctions, toutes les fonctions support, évidemment, qui peuvent se retrouver en redondance, et notamment en termes de poids, une entité faisait 2 tiers, l'autre entité 1 tiers en termes de poids, et c'est surtout l'entité la plus petite où on n'a pas situé le siège social. On a mis le siège social de l'entité à Rouen et pas à Belfort, et donc beaucoup de communication à Belfort sur l'avancement du projet, sur les arbitrages qui étaient faits, et une communication tous les mois et demi à tous les personnels du siège pour dire où on en était, et puis répondre aux questions. L'impact social, on s'est engagé aussi dès le départ avec Olivier, mon homologue, et avec les conseils d'administration, à maintenir les 2 sièges sociaux. Vous avez compris, l'essentiel de la problématique est sur les sièges sociaux, et à les maintenir, et on a garanti le maintien pendant au moins 12 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 12 ans, on va fermer l'un des 2, mais c'est un engagement fort de la direction qui est de dire on maintient les sièges sociaux au moins pendant 12 ans, et notre volonté, bien sûr, c'est de les maintenir nettement au-delà, et d'avoir aussi une activité dans chacun des sièges, et pas de dire on va transférer toute cette activité dans ce siège-là et toute cette activité dans ce siège-là. Donc pour une fonction, d'avoir des présences dans chacun des sièges. Et cette animation-là et ces choix forts qu'on a concrétisés ont rassuré les personnels. Ensuite aussi le fait de voir, et on leur a dit, même s'ils étaient très inquiets parce qu'ils avaient peur que des fonctions entières se ferment sur des sièges, qu'on ferait les optimisations par des départs naturels dans le temps. Laisser le temps de faire ces optimisations par des départs naturels. Oui, voilà. Sinon, en termes de conseils, vous l'avez entendu, c'est déjà les 2 dirigeants d'être parfaitement alignés et de continuer à rester alignés dans tout le projet, de formaliser, d'écrire en fait les choses, parce que parfois on a l'impression d'être aligné, mais tant qu'on l'écrit pas, on l'est pas forcément. Et ne pas hésiter à se faire accompagner également dans ce processus, parce que c'est quelque chose de nouveau. On n'est pas nombreux à avoir réalisé une fusion dans sa vie, et donc se faire accompagner par des personnes dont c'est le métier d'accompagner, ça aide, et ça nous a bénéficié. Sur l'aspect culturel, on aurait peut-être bénéficié à le faire encore plus. C'est structurer aussi, structurer la charge sur les projets.
oui, c'est ce qui me vient principalement. Je ne sais pas, Anne-Claude, tu avais peut-être d'autres éléments de réponse aux différentes questions. Non, et enfin, sur la mise en œuvre des projets, il y a des questions plus peut-être techniques. On est encore en train de les bâtir. Hein. Donc, comme on l'a dit aussi, on s'est donné le temps, non pas à l'erreur. On essaye de réussir pour qu'on ait des gains associés les plus rapidement possible, mais on a quand même le temps de poser notre modèle et là maintenant, on va rentrer dans la mise en œuvre l'ordonnancement, le cadencement de par quoi on commence et comment on parallélise des projets importants pour qu'il y ait le moins d'impact justement sur les hommes. On va aller chercher les ressources, peut-être reconvertir des ressources, des compétences, il y en a dans l'entreprise. Elles ont fait leurs preuves déjà. On les réoriente. C'est la vie aussi de toute société, ça. Mais là, on a le challenge de cette fusion qui nous anime encore plus. Et c'est un moteur. C'est comme ça qu'on le vit en tous les cas avec Olivier et Marc. Oui, je pensais aussi, on a impliqué les deux conseils d'administration de façon assez étroite et avec un reporting vers les conseils d'administration qui ont leur rôle à jouer pour être parfois un petit peu les gardiens du temple aussi et être très au clair sur la façon dont ça avance et que les deux conseils, et outre l'alignement des deux dirigeants, il y avait l'alignement des deux conseils d'administration qui a son importance. On a également des points mensuels avec les deux RH et les deux organisations RH pour justement suivre aussi toutes les difficultés RH qui apparaissent au fur et à mesure de l'avancement de la fusion et puis de tenter de les traiter au mieux. Je pense que ça a été précieux aussi. Donc, de traiter, de détecter les signaux de difficulté dans l'organisation et de tenter de les traiter au fil de l'eau. Merci. Bon, en fait, vous avez répondu à ma dernière question, donc je ne vais plus vous la poser. C'était une bonne conclusion. Je suis aussi un peu le gardien du temps, donc je vois que nous avons un peu dépassé 12h30, donc je vais me permettre de conclure. Déjà, Lydia et moi, vous remercions du temps que vous nous avez consacré et puis finalement des retours d'expérience de l'intérieur. Et ça, c'était quand même, je pense, appréciable. J'espère que les gens qui ont assisté à ce webinaire, voilà, ils ont eu une autre vision qui est pas la vision du consultant, mais qui est la vision vécue par le client de l'intérieur. Oui. On voudrait vous remercier pour les questions dans le chat. Il y en a plein qui sont encore posées. Donc, merci pour ce dynamisme. J'ai envie de vous lancer alors, il y a un thème qu'on n'a pas abordé et qu'on ne va pas aborder là. Je le mets en suspens. Il y a aussi eu des questions dès le début autour des officines et de l'IA aussi. Comment on se transforme le secteur, comment vous accompagnez les officines à se transformer dans leur mission qui bouge énormément. Et il y a aussi l'IA qui vient interférer. Oui, bien sûr. Donc, je me dis que c'est un gros sujet aussi, plus global. Il y a aussi de l'organisation sur les établissements vis-à-vis des officines, etc. Donc, prochain sujet que je lancerai bien pour peut-être un prochain webinaire avec vous. En tout cas, merci au chat. Merci à Isabelle, Pierre, Frédéric, Vincent et d'autres. Guillaume, vous avez posé beaucoup de questions aussi. J'espère qu'en partie, avec les différentes interactions, ça y a répondu. Et pour répondre à la dernière question, oui, en général, vous retrouverez nos webinaires en replay. Suivez LinkedIn, vous aurez le lien qui s'affichera, ainsi que le sujet de notre prochain webinaire dès qu'il sera formalisé. Vous avez la possibilité aussi, pour ceux qui seraient intéressés, de nous contacter à LI Partners. Normalement, vous avez un lien, prendre rendez-vous si vous le souhaitez. En tout cas, encore merci à nos deux intervenants d'extrême qualité. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente après-midi.
Et puis, à très bientôt pour notre prochain webinaire. Merci Anne-Claude, merci Marc. Merci vraiment. Merci à tous les Merci, deux. merci à vous. Bon après-midi. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. On va raccrocher.